Il y a cette idée qui circule, un genre de vol de pétrole américain au Venezuela. Le plan? Relancer la production vénézuélienne à fond pour le bénéfice des États-Unis. C'est un plan audacieux, c'est sûr, mais la réalité, elle est pas mal plus compliquée que ça. Alors, on va démêler tous ensemble. Alors, la grande question, est-ce que Donald Trump est vraiment sur le point de réussir le casse pétrolier du siècle? La réponse, disons qu'elle n'est pas si évidente que ça. OK, allons voir de plus près c'est quoi, au juste, ce pari audacieux. C'est quoi le grand plan qui se cache derrière tout ça? L'objectif, il est spectaculaire. On ne parle pas d'une petite augmentation, là. On parle de tripler la production de pétrole du Venezuela, le faire passer de 1 million de barils par jour à plus de 3 millions. C'est colossal. Si ça marchait, ça pourrait carrément redessiner la carte énergétique mondiale. Mais il y a un mais, un gros. Et le premier obstacle majeur, il n'est pas politique, il est littéralement sous nos pieds. C'est la nature même du pétrole vénézuélien qui pose un vrai problème. On parle de ce qu'on appelle du pétrole brut lourd. En gros, c'est un pétrole qui est super difficile à extraire, il est sale et ça coûte une fortune à raffiner. Bref, ce n'est pas exactement le genre de pétrole qu'on sort du sol facilement. Et quand on compare, la différence est frappante. D'un côté, on a le brut vénézuélien, lourd, bueux, qui demande des milliards d'investissements. Et de l'autre, le pétrole de schiste américain, léger, de bien meilleure qualité et beaucoup moins cher à produire. C'est vraiment le jour et la nuit. D'ailleurs, les experts ne mangent pas leurs mots. Ils le décrivent comme un, je cite, type de pétrole boueux, désagréable, cher et sale. Ça donne une image assez claire, non? Disons que je n'ai pas la ressource la plus sexy sur le marché. Alors, on peut se demander, pourquoi s'intéresser à un pétrole aussi compliqué? La réponse, comme souvent, se résume à un mot, l'argent. Le truc, c'est que certaines raffineries américaines sur la côte du Golfe sont justement optimisées pour ce type de brut. Pour ces compagnies-là, c'est une mine d'or qui attend, du moins à court terme. OK, on a parlé des problèmes sous terre. Maintenant, parlons des risques sur terre, c'est-à-dire les risques politiques, parce que c'est là que l'histoire compliquée et l'instabilité du Venezuela entrent en scène. Et c'est ça qui fait vraiment peur aux investisseurs. Faut comprendre qu'il y a un historique. Le Venezuela, c'est deux grosses vagues d'expropriation. La première, en 1976, s'est faite plus ou moins à l'amiable, il y a eu des compensations. Mais la deuxième vague, au milieu des années 2000, avec Hugo Chavez, ça, c'était autre chose. C'était des prises de contrôle hostiles qui ont mené à des années et des années de litiges. Aujourd'hui, il ne reste que Chevron, et c'est seulement parce qu'ils ont une permission spéciale du gouvernement américain. Le climat de méfiance est tellement profond que chez ExxonMobil, il y a une blague qui circule. Ils disent que leurs actifs au Venezuela, ils se les sont fait voler 2 fois. C'est une blague, bien sûr, mais ça en dit long sur le niveau de confiance des grosses compagnies pétrolières. Et pour illustrer à quel point le climat politique pouvait être, disons, imprévisible sous Chavez, il y a cette histoire incroyable. Un jour, il rencontre les rédacteurs en chef du magazine The Economist, et pendant les 15 premières minutes de la réunion, il s'est mis à chanter une chanson folklorique. Juste comme ça. Ça donne une petite idée de l'environnement d'affaires de l'époque. Bon, en plus des risques politiques, il y a un mur financier qui semble presque impossible à franchir. Allons-y avec les chiffres, ça va être clair. Premièrement, le ticket d'entrée. Pour juste commencer à relancer l'industrie pétrolière là-bas, on parle de plus de 100 milliards de dollars. 100 milliards. Juste pour mettre ça en perspective, c'est plus que le PIB total de bien des pays. Ensuite, pour que cet investissement de fou soit un tant soit peu rentable, il faudrait que le prix du pétrole reste et de façon stable au-dessus de 80 $ le baril. Et ce n'est pas tout. Ce n'est pas un investissement qui rapporte vite. On parle d'attendre au moins 20 ans avant de voir un retour. 20 ans, ça demande une stabilité politique et économique que, soyons honnêtes, le Venezuela est très loin de pouvoir offrir en ce moment. Donc, si on résume, dans le marché d'aujourd'hui où le baril de pétrole pourrait facilement tomber sous les 50 $, quel investisseur sain d'esprit mettrait 100 milliards sur la table pour un projet qui ne sera peut-être jamais rentable? La réponse est simple. Aucun. L'équation économique, elle ne marche juste pas. Et maintenant, le plus gros twist de toute cette histoire. La raison fondamentale pour laquelle tout ce plan ne tient pas la route, c'est que l'idée même d'un vol de pétrole est basée sur une vision du monde qui n'existe plus. Regardez bien la différence, parce qu'elle est énorme. Au milieu des années 2000, les États-Unis avaient absolument besoin de pétrole étranger. Le pétrole, c'était une ressource rare, précieuse. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. Les États-Unis sont devenus un exportateur net d'énergie.
Le monde ne manque pas de pétrole, il en a trop. La géopolitique a complètement changé, on est passé d'un monde de rareté à un monde d'abondance. Ce qui veut dire que la prémisse même de ce plan de casse du siècle est fausse. L'Amérique n'est plus à la recherche désespérée de pétrole étranger. Au contraire, elle est inondée de son propre pétrole, elle ne sait même plus quoi en faire. La motivation de base pour une telle opération, elle n'existe tout simplement plus. Alors, si ce grand plan est finalement irréalisable, qu'est-ce que ça nous dit sur l'avenir de l'industrie pétrolière au grand complet? C'est une bonne question pour conclure. Et c'est là qu'on tombe sur une ironie assez incroyable. Malgré tout le discours du drill, baby drill, du forage à tout prix, il s'est installé plus de capacités éoliennes et solaires pendant le premier mandat de Trump que dans toute l'histoire des États-Unis combinés. Ça donne à réfléchir. Les géants du pétrole pourraient un jour regretter amèrement leurs alliances politiques, surtout avec la décarbonation qui, elle, ne ralentit pas. Et ça nous laisse avec la question finale. Est-ce que ce genre de pari manqué est le signe que l'industrie pétrolière prépare une grande relance ou est-ce qu'on assiste, en fait, à son dernier grand soupir dans un monde qui est en train de changer à toute vitesse? C'est une question qui reste en suspens.